Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous propose donc d'ouvrir la séance du conseil municipal du 30 juin 2025 et je vais procéder à l'appel comme de tradition. Donc, Madame Lesbat, Présent. Monsieur Lureau, Présent. Madame Brochard, Présent. Monsieur No, Présent. Madame Vinter, Présent. Monsieur Verdon, Présent. Madame Goury, Présent. Madame Abadi, Présent. Madame Foran. Alors, Monsieur Maître a donné procuration à Monsieur Thierry Lureau. Madame Lahari a donné procuration à Madame Catherine Brochard. Monsieur Vidou est absent, n'est pas encore là. Madame Meurin. Madame Maury Lorraine a donné procuration à Madame Meurin. Monsieur de la Victoire. Madame Dauvilliers, Evelyne. Monsieur Dauvilliers. Monsieur Cholet. Madame Rigbosch. Monsieur André Lebègue. Monsieur Colombo. Alors, Monsieur Colombo nous a informé de son retard potentiel et a donné procuration à Madame Vinter. Madame Boniface est absente. Madame Elfadi présente. Monsieur Aguerre a donné procuration à Madame Lesbat. Madame Malada. Monsieur Nicolas. Madame Tressard et Madame Belay que l'on accueille dans le conseil. Il y aura une délibération à ce sujet. Je vous propose de nommer en secrétaire de séance Monsieur de la Victoire. S'il n'y a pas de... Tout le monde est d'accord. Merci. Alors, les décisions, le tableau des décisions que vous avez eu, mesdames et messieurs les conseillers, donc 6 décisions, 5 concernent des contrats de cession, je ne vais pas les détailler, vous avez les éléments, et 1 concerne l'avenant au contrat de convention de location du local à Marie Curie, dans l'ancienne école Bel Air. Alors, nous passons ensuite aux délibérations. La première délibération donc, concerne le procès-verbal d'installation de Madame Corinne Belay, qui fait suite à la démission d'un conseiller qui était donc Monsieur Messailly. Est-ce que vous avez des questions sur cette... Monsieur Cholet. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Ce n'est pas forcément une question, c'est juste une interrogation, puisque on souhaite déjà la bienvenue à Madame Belay, avec grand plaisir. Juste une interrogation, puisqu'on officialise ce soir son installation, et elle était présente lors des commissions. Est-ce qu'il est normal? Je n'ai pas souvenir que le règlement antérieur il soit autorisé à ce qu'une personne qui n'ait pas été installée par le Conseil puisse siéger aux commissions. C'est juste une question, une remarque. Oui, alors on a aussi autorisé dans des commissions des gens qui n'étaient pas dans les commissions à siéger pour des questions pratiques et qui ne sont pas intervenus, donc des gens de votre groupe notamment. Hein. Donc je pensais que ça ne posait pas de problème, sachant que Madame Belay n'est pas intervenue dans cette commission. Voilà. Et puis peut-être que juridiquement, dès la démission de Monsieur Messailly, elle pouvait participer à ces commissions. Oui, monsieur le maire, bonsoir. Oui, monsieur Dauvilliers, je vous donne la parole. Donc, vous dites vous avez accepté des personnes dans notre groupe sur des commissions. Absolument. Il me semble bien, monsieur le maire, que ces commissions, elles ne sont pas publiques. C'est bien ça. Elles ne sont pas publiques. Donc, oui. C'est d'où la question de monsieur Cholet. Comment ça se fait qu'une personne extérieure du conseil municipal pouvait être présente pendant ces commissions? Alors, voilà. Comme je vous le dis, moi, je pense que depuis on va vérifier, mais depuis la démission donc, de M. Messailly, qui est intervenu il y a quelques jours, Mme Belay pouvait intervenir. Et en plus, on vous a demandé votre accord, ça n'a pas semblé poser de problème que Mme Belay assiste. Et elle n'est pas intervenue dans ces commissions. Donc, bien. Donc, le Conseil prend acte, puisqu'il n'y a pas de vote sur cette délibération. Nous passons à la délibération suivante, relative classiquement donc à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, du 7 avril 2025. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui, monsieur Cholet. Alors, il y a juste une coquille, en fait, sur l'ordre du jour, sur la 46, justement, puisqu'on précise que la séance du conseil municipal du 7 juin, et on retrouve le rythme après sur le 7 avril. C'était juste une petite coquille, voilà, rien de dramatique en soi. Sur quelle délibération, pardon? Sur l'ordre du jour, monsieur le maire. Sur l'ordre du jour du 7 avril, c'est ça? Alors, et en fait, il y a marqué 7 juin 2025 au lieu du 7 avril 2025. Mais après, on retrouve
on retrouve la bonne date. Bon, très bien. Mais écoutez, C'est on prend pas, note c'est pas et puis dramatique on en soi. Hein. on prend note et on fera modifier. Merci. Donc, sous réserve de cette modification, je mets au vote. Donc, qui est contre? Vous avez une prise de parole, Monsieur De Villiers, pardon. Nous allons nous abstenir, toujours pareil, hein, pas d'accord sur le fond, hein, donc nous allons nous abstenir. Très bien. Donc, qui est contre? Je reprends le vote. Personne qui s'abstient. Donc, 6 voix. Qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, la délibération 46 est adoptée. Délibération 47, donc elle concerne la mise à jour du tableau des effectifs et cette fois-ci cela concerne l'ouverture donc de 3 postes d'adjoints territoriaux d'animation, c'est-à-dire que nous transformons des emplois contractuels en emplois pérennes puisque nous avons des besoins dans ce domaine-là. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Chollet. Merci, Monsieur le maire. Oui, on s'interroge sur le recrutement des animateurs. Pour être un peu plus précis, on est bien d'accord, c'est le service animation qui est concerné. Oui, tout à fait, ce sont les animateurs. Donc nous, on se pose la question pourquoi? Parce qu'on a beau chercher le programme d'été 2025 sur Internet et on n'a pas. On n'a pas ce programme d'été 2025. On a juste la sortie, enfin le centre de loisirs avec les voyages organisés pour nos jeunes. Et en fait, sur Internet, on s'arrête à 2024. On a la Toussaint et les vacances de Noël. Et après, on n'a pas de programme du tout sur 2025. Alors, je n'ai pas l'information, mais là, il s'agit effectivement de pérenniser des emplois. Oui. Votre question annexe liée donc au programme, mais c'est un programme qui va être diffusé soit aux parents d'élèves directement, soit aux jeunes qui sont inscrits donc, à l'espace jeune, soit ou effectivement qui vont peut-être arriver dans les jours prochains. Mais on vérifiera. Oui, c'est un peu difficile. Les gens de la com, si effectivement on a le document. Mais ne vous inquiétez pas, si on a embauché des gens, c'est parce qu'on a des besoins. On en a conscience. Et parce qu'on a des gens qui sont inscrits de longue date dans nos accueils de loisirs. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura un programme et il sera diffusé. Les inscriptions sont liées aussi à l'attractivité du programme, hein, quelque part. Donc ça veut dire que si on n'a pas de programme, on risque de ne pas avoir grand monde de présents. Enfin, je ne le souhaite pas, au contraire, il faut qu'on occupe nos jeunes. Hein. Oui, non, ce que je vous dis, Monsieur Chollet, Oui. c'est que si nous pérennisons des emplois, c'est bien parce que nous avons des gens qui sont inscrits. Oui. D'accord. Donc nous savons que nous avons des gens qui sont inscrits, donc nous pérennisons les emplois, sinon on ne pérenniserait pas les emplois si on avait moins d'inscrits. Mais ça serait mieux avec un programme. Mais ce sera effectivement rétabli. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu la mise à jour sur le site internet, je ne sais pas, mais je pense que les gens qui s'inscrivent justement au centre de loisirs auront le programme sans difficulté. Alors, donc je mets cette délibération au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, la délibération 48. Oui, pardon, autant pour moi. La délibération 48, oui, convention de participation donc au centre de gestion. Donc ça concerne la prestation participation sur le risque santé de l'employeur. Nous proposons, la loi propose de fixer à un minimum de 30 € la participation de l'employeur avec un montant à 50%, donc c'est le minimum, soit un montant plancher de 15 € par mois, et donc c'est le montant que nous proposons aux agents de la collectivité aujourd'hui, compte tenu notamment des difficultés probablement à venir avec les prélèvements que l'on a régulièrement sur les finances communales. Donc nous démarrons à 15 € et puis nous verrons au fil du temps en fonction de l'attractivité pour les agents. Avez-vous des questions? Oui, Madame Rigbosch. Le coût pour la municipalité. Alors, pardon, est-ce que vous pouvez essayer peut-être le micro simplement pour l'enregistrement, ce sera plus facile. Merci, Madame. Le coût pour la municipalité, il est fixe. C'est 15 € par agent et par mois. D'accord. Et ça dépend du nombre d'agents qui vont s'inscrire, qui vont souhaiter prendre cette convention. Voilà, parce que ça veut cette dire mutuelle. que tous les agents ne sont pas concernés. Si, potentiellement, s'ils le souhaitent. Oui, c'est une possibilité qui leur est offerte, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, d'accord. Bon. Et est-ce qu'ils sont au courant? Tous les agents sont au courant de la démarche? Alors, il fallait d'abord le voter, mais on a eu les représentants du personnel, donc il y a eu une discussion avec les représentants du personnel,
Et une fois voté et délibéré aujourd'hui, ce sera communiqué en effet aux agents, bien sûr, D'accord. comme cela a été le cas l'année dernière pour la prévoyance, la partie prévoyance Oui, ce qu'on avait vu la dernière fois. qu'on avait vu l'année pour dernière. la Donc cette prévoyance. année, c'est la mise en œuvre pour à partir du 1er janvier 2026 de la partie santé. D'accord. Est-ce que ça répond à la question ? Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Donc je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus à l'unanimité. La délibération 48 est adoptée. Alors cette fois-ci, nous passons à la délibération 49 qui concerne, c'est une délibération très technique, hein, qui concerne une procédure de télétransmission des actes de la ville, puisque avec la mutualisation que nous avons engagée avec Bordeaux Métropole, nous sommes obligés de changer de logiciel, et donc nous passons du logiciel Slow, on va dire, au logiciel, à la plateforme métropolitaine iXbus. Avez-vous des questions? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, je propose de passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus à l'unanimité. La délibération 49 est adoptée. Et je vous en remercie. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Verdon Thierry pour la délibération numéro 50. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. La ville d'Artigues près Bordeaux exerce la mission propreté, plantation, mobilier urbain sur un domaine public métropolitain par la délégation de services de métropole, par la délibération 2024-290 du 5 juillet 2024, le Conseil métropolitain a adopté les avenants numéro 2 aux conventions de délégation de services pour l'exercice des missions propreté, plantation, mobilier urbain sur le domaine public métropolitain. Ces avenants prennent en compte les coûts liés à l'entretien des voiries et espaces publics métropolitains créés ou intégrés depuis 2018, accroissement du domaine public métropolitain, évolution liée à une décision ou une incitation métropolitaine. Dans ce cadre, une compensation financière annuelle supplémentaire doit être versée par Bordeaux Métropole à la ville. Elle s'élève à 25 827,32 centimes à compter du 1er janvier 2025. Les avenants précités prévoient également un remboursement des coûts supportés par les communes depuis l'année de prise en charge, en une seule fois sur l'exercice budgétaire 2025. Compte tenu de l'évolution du contexte budgétaire, la métropole a toutefois proposé d'échelonner ce remboursement sur 5 exercices budgétaires. Il est donc proposé de délibérer pour modifier les modalités de remboursement et autoriser l'échelonnement sur 5 exercices budgétaires de 2025 à 2029 inclus, du remboursement à percevoir par la ville pour un montant de 101 720,66 centimes, détaillé dans le tableau qui vous a été adressé. C'est tout. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus à l'unanimité. La délibération 50 est adoptée. Monsieur Verdon pour la 51. Alors, cette délibération concerne, elle aussi, les missions propreté, plantation, mobilier urbain sur le domaine public métropolitain assuré par la ville pour le compte de Bordeaux Métropole pour le volet des investissements. La convention de délégation de maîtrise d'ouvrage conclue entre la ville et la métropole définit le périmètre des missions à réaliser ainsi que les modalités de compensation financière et de paiement pour l'exercice des missions déléguées. Le projet de délibération soumis à votre examen précise que les montants correspondant aux travaux neufs et réalisés sont remboursés à la ville et sont prélevés sur le budget de Bordeaux Métropole, sur la ligne communale du Fonds d'investissement communal, c'est-à-dire le FIC. Les annexes jointes viennent préciser le montant des engagements pour la période 2024 à 2026. Pour les plantations de cadres du programme 1 million d'arbres, le détail du programme prévisionnel est présenté à l'article 4 pour un total de 18 300 € TTC, répartis en 9 900 € pour l'année 2025 et 8 400 € pour l'année 2026. Sur la base de l'état récapitulatif des dépenses réelles, la métropole rembourse cette somme à la ville. Après, il y a un détail. Pour les travaux neufs de plantation de mobilier urbain sur les espaces publics métropolitains, le détail du programme prévisionnel présenté, vous avez un petit tableau.
Pour les plantations de 2024, 25 160. 2025, 15 650. Ça, c'est en TTC. 2026, 10 250. Soit un total de 51 060 TTC pour les plantations sur la période 2024-2026. Pour le mobilier urbain, 2024, donc 29 360. 2025, 24 500. Et 2026, 24 000. Soit un total de 77 860 TTC. Pour les mobiliers urbains sur la période 2024-2026. Merci. Merci, M. Vernon. Avez-vous des questions sur cette délibération un peu technique aussi? Non? Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération, nous étions à la 51, est adoptée et je vous en remercie. Alors, je vais vous présenter la délibération numéro 52, donc la décision modificative du budget. Donc c'est la décision modificative numéro 1. Je vais aller directement à la synthèse, mais je vais quand même vous la détailler. En investissement, c'est une balance qui s'exerce à 69 981 en dépenses et en recettes pour l'investissement, et en fonctionnement à 191 000 euros. Donc des décisions modificatives qui représentent de l'ordre de à peine 2% du budget. Je vais vous détailler rapidement sur la partie fonctionnement. D'abord le chapitre des dépenses, sur le chapitre 11, les charges à caractère général. Un certain nombre donc d'évolutions en dépenses, donc 20 000 euros pour une fourniture de petits équipements en régie. Pour l'entretien et réparation des bâtiments, on a 38 500 euros, avec par exemple des sommes qui se décomposent sur le cuvier de fait d'eau, avec un dysfonctionnement sur l'alarme incendie qui a été réglé où on passe de lettres, le dépannage de l'éclairage du stade de football pour 4 500 euros, des fuites sur la toiture de la médiathèque à 4 700 euros, la consolidation d'un muret dans une école à 5 850 euros et 9 500 euros pour la création de grilles de ventilation dans toutes les classes de l'école élémentaire du parc. Donc ça, c'est surtout pour l'hiver, pour éviter la condensation. Toujours sur l'école élémentaire du parc, passage caméra et test de fumée sur réseau, 10 000 euros, ça c'est en préparation de la rénovation de cette école. Les honoraires de la PAV pour une prestation liée au diagnostic RPS, donc de 20 000 euros, et les transports collectifs de l'ordre de 8 000 euros, puisque là, on a des besoins supplémentaires. Au chapitre 65, sur les charges de gestion courante, mais on en parlera tout à l'heure, le versement d'une subvention complémentaire à l'école d'art de 40 000 euros, et des attributions de subventions qui seront détaillées par ailleurs pour le club de handball FCPE du collège et la coopérative scolaire. Une atténuation de produits au chapitre 14 de l'ordre de 21 500 euros sur le DILICO. Donc c'est une ponction de l'État, des collectivités, mais qui est un peu moins forte que l'on avait craint. Et des opérations d'ordre pour 38 911 euros. Au chapitre des recettes, toujours en fonctionnement, des régularisations des taxes foncières après la notification des états fiscaux de 256 500 euros supplémentaires. Là, on avait des prévisions prudentes de notre directeur financier, c'est quand même une bonne nouvelle, sachant que dans les dotations, c'est l'inverse, c'est la mauvaise nouvelle, puisque la dotation de l'État, la DGF, nous perdons 61 000 euros de dotation forfaitaire. Bon, un jour ou l'autre, il n'y aura plus rien à enlever, donc on y va tout doucement. Et on a une petite augmentation de 8 500 euros de la dotation de solidarité rurale. Et pour la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, nous perdons 13 000 euros. Là, cette fois-ci, nous sommes à zéro, donc il n'y aura plus rien à perdre. Nous avons été ponctionnés en totalité. Pour la section d'investissement, au titre des dépenses, nous avons ajusté la prévision pour les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation de l'école du parc, puisque là, c'est moins cher que prévu, à hauteur de 14 500 euros de moins. Et en revanche, le recours à une AMO pour un suivi de chantier des ventilations de la plonge du restaurant scolaire à 5 700 euros. Sur les immobilisations corporelles, remplacement de l'éclairage intérieur de la médiathèque, qui en a bien besoin par des LED, à 18 500 euros. Le remplacement de la porte du château bétail à 7 300 euros. Modification des centrales d'alarme, puisque en passant avec Bordeaux Métropole, il faut installer des cartes GSM, donc pour 5 300 euros. Nous avons acheté aussi un tondeau broyeur et une tondeuse pour pouvoir améliorer la gestion des espaces
en gestion différenciée pour 16 500 €. Je rappelle que nous avons eu un prix régional de préservation de l'environnement, notamment grâce à ces gestions différenciées. Alors, c'est qu'elles ne sont pas toujours bien comprises des administrés, mais c'est quelque chose auquel on tient et sur lequel il faut effectivement faire des investissements et le renouvellement d'outillage divers aux services techniques pour 7 500 €. Je termine rapidement avec des immobilisations en cours. Bon, la pose de la plaque artistique à l'entrée de l'école Joséphine Baker pour 8 000 € et des opérations d'ordre patrimonial pour 25 000 €. Et concernant les recettes, sont principalement composées par le virement de la section de fonctionnement et l'écriture d'ordre au chapitre 238. Je suis allé vite. Avez-vous des questions? Mais on l'avait présenté en commission. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision? Monsieur Dauvilliers, je vous passe la parole. Oui, une question, on va vous donner notre avis là-dessus. On va voter contre, puisque de toute façon, il faut rester cohérent avec ce que l'on avait fait au niveau du budget. On avait voté contre, donc décision modificative, on va voter contre ces décisions aussi. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Donc 6 voix. Qui s'abstient? Je n'en vois pas. Qui est pour? Merci. Donc à la majorité, la décision modificative numéro 1, délibération 52, est adoptée. Alors ensuite, je vais passer la parole à Monsieur Lureau pour la 53. Alors, délibération 53 concerne le bilan des cessions et acquisitions foncières sur l'année 2024. Le bilan est assez rapide puisqu'il ne comporte qu'une seule ligne. C'est une cession foncière, c'est la cession de la zone Bel Air à profit de Vealis pour la création de la résidence intergénérationnelle qui est commencée. Je profite juste de cette petite délibération pour vous donner un petit point d'avancement. Donc aujourd'hui, le chantier est démarré, vous l'avez vu, la grue est installée. On prévoit une fin de gros œuvre pour la fin mars 2026. Un clos couvert, c'est-à-dire l'étanchéité et toutes les mesures extérieures, mettre le bâtiment à l'abri de l'eau et de l'air pour le fin juin 2026 et une réception mi-décembre 2026. À ce stade, les réservations sont plutôt bonnes puisque nous sommes aujourd'hui à 26 logements réservés sur 43, ce qui fait un chouïa près 60%, ce qui est plutôt bien. Et concernant les cellules commerciales en rez-de-chaussée, sur les 7 cellules commerciales, une est réservée définitivement, 4 sont en option très avancée, il en reste donc 2 libres. Donc voilà, donc tout ça avance bien, le chantier tient les délais et les organisations des cellules commerciales également. Donc voilà, donc c'est un bilan des cessions. Donc cession de ce terrain pour Vealis pour la somme d'1 306 000 €, j'arrondis le virgule. Et c'est une décision, une délibération sans vote, je pense, c'est juste prendre acte. Monsieur le maire. Non, c'est effectivement une décide de prendre acte. Non, je pense qu'il faut la mettre au vote. Je me tourne vers mes services, mais on la met au vote, celle-ci. C'est bien une délibération qui est au vote. Alors, de prendre acte, de dire que le bilan, de charger monsieur le maire, de prendre toute mesure. Donc il y a quand même... elle est à mettre au vote, Elle a voté. Alors, donc je mets au vote. S'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de questions, pas d'intervention. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 abstentions. Et qui est pour? Merci. Donc à la majorité, la délibération numéro 53 est adoptée. Je repasse la parole, Monsieur Lureau, pour la 54. Alors, délibération 54 qui a trait à la TLPE, taxe sur la publicité extérieure. Je rappelle que l'objectif principal de cette taxe est de limiter les nuisances visuelles avec l'accumulation de publicités et de panneaux en tout genre. Pour autant, ça a aussi l'intérêt de rapporter un peu d'argent à la ville, ce qui n'est jamais nuisible. Il se trouve qu'en 2024, la loi de finances de l'État avait omis quelques précisions dans son document qui ne nous avaient pas permis d'augmenter et d'améliorer ce taux d'imposition. Ça, c'est récupéré cette année. Donc, vous voyez les tableaux qui vous sont indiqués. Juste pour indication, certains montants, vous constaterez qu'on ne va pas au maximum, simplement parce que l'augmentation sur une année est limitée à 5 €. Donc, comme on a pris une année de retard, il faudra un petit peu de temps pour le récupérer. Donc, nous sommes soit au maximum du taux légal, soit nous avons augmenté le taux actuel de 5 €, qui est également la limite qui nous est autorisée par l'État. Voilà. Merci, Monsieur Lureau. Avez-vous des questions? Pas de questions.
Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 abstentions pour cette recette supplémentaire. Donc, c'est dommage. Et qui est pour, donc? Ah, merci. C'est bien qu'elle soit approuvée quand même pour avoir des recettes supplémentaires. Je vous remercie. Alors, délibération concernant le versement complémentaire, donc la subvention aux écoles d'art que j'ai évoquée tout à l'heure dans la délibération modificative. Donc, c'est une estimation à ce stade d'un montant de 40 000 € sur une année pleine. Alors, effectivement, là pour l'instant, on n'a pas encore les éléments, donc on a préféré voir un petit peu plus large pour ne pas se retrouver en difficulté. Et donc, les services sont en train de travailler à la réévaluation d'un certain nombre de modalités de rémunération des enseignants des écoles d'art, puisqu'il semble qu'un certain nombre de contrats dans le passé aient été conclus sans prendre en compte l'ancienneté des agents notamment. Donc nous sommes en train de travailler avec eux à ce sujet-là. Avez-vous des questions, Monsieur André? Pardon, Madame Rigbo, je peux vous demander juste... Ah, pardon. Monsieur André? Comme vous voulez. Dites-nous. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire. Oui, juste, on va voter pour cette subvention à l'école d'art, évidemment. Mais j'avais néanmoins quelques remarques et quelques questions, notamment le montant de 40 000 € qui me paraît important en proportion du budget initial qui est de 210 000 €, et sachant que nous sommes déjà à la moitié de l'année. Ensuite, ma question, c'est de savoir combien de personnes en CDI et combien de personnes en CDD sont concernées et pourquoi cela n'a pas pu être anticipé de votre part. Merci. Alors, comme je le disais, les 40 000 €, c'est plutôt c'est une estimation à ce stade, puisqu'on n'avions pas encore, au moment où nous avons préparé cette délibération, et on l'a reçu, je crois, tout récemment, il me semble, je ne sais pas hier, puisqu'on était en dimanche, mais jeudi ou vendredi, très récemment, les derniers éléments de carrière des agents. Donc, on ne savait pas réellement quel était le rattrapage à faire. Donc on a reçu ça, on commence à avoir les évaluations et on devrait être à peu près sur ce montant-là, mais voilà, je préfère pas modifier et prendre un petit peu de marge. De toute façon, l'argent n'est pas perdu. Les agents, oui, sont tous en CDI, semble-t-il. Sont plutôt des agents de catégorie B, donc les salaires sont relativement modestes. Et l'école d'art, c'est quelque chose qui a été mis en place d'ailleurs sous la mandature précédente. Et c'est quelque chose qui n'est pas des statuts qui ne sont pas parfaitement encore bien rodés dans la collectivité. On ne recrute pas tous les jours non plus de nouveaux agents. Donc voilà, et c'est des revendications et des demandes qui ont été remontées par les agents. Donc nous y travaillons et nous faisons en sorte que la culture que les agents qui y travaillent soient rémunérés de manière juste sur les compétences, parce que nous souhaitons maintenir une école d'art avec un bon niveau d'enseignement. Oui, monsieur André. Oui, juste dans la délibération, il parle quand même, vous parlez de CDI et de CDD, donc on aimerait bien savoir combien d'agents sont concernés, ça me paraît important. Oui, c'est le texte général en fait qui fait référence à cette... voilà, il pourrait y avoir des agents en CDD, mais actuellement, effectivement, il n'y a pas d'agent en CDD. Non. Alors, correction. Effectivement, il y a 3 agents en CDD. Donc, on a un certain nombre d'agents. Oui, c'est effectivement les nouveaux agents que l'on a recrutés récemment. Donc, Désolé. on m'a mal soufflé. Donc, on a des agents en CDI et des agents en CDD. Ceux embauchés le plus récemment, effectivement, le sont en CDD. Mais c'est le total, je crois, que c'est peut-être 13 ou 14 agents, 13 enseignants. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, je vous propose... Oui, monsieur Thierry Nicolas. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, pour revenir un petit peu sur la réévaluation au moins tous les 3 ans, donc c'est une grille qui existe ou c'est décidé au sein de chaque municipalité, la réévaluation?
Ou est-ce que c'est une grille qui est prédéfinie, comme sur évaluation tous les 3 ans? Alors, C'est juste pour info. oui, on se base sur des grilles qui sont celles de la fonction publique, hein, des grilles de catégorie B. Après, il faut savoir que chacun des agents, on a des agents qui travaillent chez nous 3 heures, d'autres 15 heures, d'autres 20 heures, le maximum 20 heures, et on a un agent, me semble-t-il, qui est à temps plein. 20 heures, c'est considéré comme un temps plein, puisqu'il y a des heures de préparation. Donc 20 heures, c'est le nombre d'heures de cours donnés. Donc on se base sur les grilles de la fonction publique. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a une reprise d'ancienneté à faire sur certains agents. Donc certains agents vont récupérer 1 ou 2 échelons et d'autres pourraient récupérer beaucoup plus d'échelons. Parce que leur carrière, quand on les a embauchés, n'avait pas été soit présentée, soit prise en compte. Bon, ils avaient accepté les contrats à ce moment-là. Comme je vous dis, l'expérience des services fait qu'on n'avait peut-être pas encore tous les éléments pour faire en sorte de les embaucher au bon niveau. Ok, Oui, merci. Monsieur Cholet, après je passerai la parole Juste à Madame une remarque. Lesbats. Juste une remarque, oui, ils ont effectivement le droit de négocier, si je puis dire, je ne sais pas si c'est le terme, parce que ça fait quand même une moyenne de 3 076 € qui sont passés à l'AS. Donc est-ce qu'il y a derrière dans ces 3 076 un reliquat? Est-ce qu'il y a derrière des sommes qui ont été oubliées? Est-ce que vous faites un reliquat? Parce que 3 076 €, enfin, ça me paraît énorme, d'autant plus que si vous dites qu'il y en a qui sont à temps partiel, d'autres qui sont un seul à temps plein. Je trouve que ça fait une somme quand même. Enfin, j'ai fait diviser 40 000 par 13, hein, Madame Lesbats. Hein, vous avez annoncé 13 tout à l'heure. Ça fait Tout 3 à fait, 076. mais c'est effectivement les montants C'est énorme. qui sont importants. Alors je vous rappelle quand même que la mise en place des écoles d'art, elle ne date pas de mon mandat. Elle a été mise en place sous le mandat précédent. Donc effectivement, voilà. Mais on ne prévoit pas aujourd'hui de faire de rattrapage. Simplement, on modifiera les contrats des agents et sachant qu'il n'y a pas d'obligation non plus. On pourrait dire, voilà, on reste sur ces niveaux-là de rémunération, ce que vous avez aujourd'hui, mais nous, il nous semble logique de mieux rémunérer ces agents et de prendre en compte leur carrière qui n'a pas été prise en compte jusqu'à maintenant. Madame Lesbats. Oui, je voulais rajouter que dans cette somme-là, ça regroupe un certain nombre de réévaluations, mais il y en a une qui s'appelle l'ISOE, vous connaissez, Monsieur Cholet, puisque c'est quelque chose que les enseignants connaissent, tous les enseignants de l'éducation nationale, depuis les années 90, entre 93 ou 97, ça a été mis en place. Et les enseignants des écoles d'art n'y avaient pas droit. Et donc en 2023, ce qui est très très récent, ça a été mis en place. Donc c'est justement pour leur faire profiter de cette indemnité de suivi d'orientation. Merci. Avez-vous d'autres questions sur cette délibération? Donc la 55. Non, pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Qu'à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Alors, nous passons maintenant à la délibération numéro 56 et je passe la parole à Monsieur No. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc l'objet de cette délibération est l'attribution d'une subvention complémentaire à la coopérative scolaire de l'école élémentaire du Parc pour l'exercice 2025. Lors du CM, du lundi 7 avril 2025, une erreur s'était glissée dans le calcul du montant de cette subvention. Donc, je vous rappelle que cette subvention est calculée sur la base de 5,50 € par élève inscrit dans l'école, 100 € par classe et 2,50 € pour un spectacle dans l'année. Donc, l'école... Sur cette base, l'école aurait dû percevoir pour 14 classes et 347 élèves une somme de 3 559 €. Or, elle a perçu 2 503 €, donc, soit un manque de 1 056 €. Donc, cette somme de 1 056 € est la somme que l'on doit verser à la coopérative scolaire pour établir le manque, l'erreur qui a été faite lors du conseil municipal précédent. Merci Monsieur No. Y a-t-il des remarques, des questions sur cette... Je ne pense pas. Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération 56 s'est adoptée. Je vous en remercie. Monsieur No pour la 57.
Alors, l'objet de cette délibération est le versement d'une subvention à la FCPE, Fédération de parents d'élèves du collège Jean Jaurès. Donc, la ville aide matériellement et financièrement les associations de la commune, et toute association ayant un projet d'intérêt général pour la ville peut prétendre à l'octroi d'une subvention. Au cours de l'année scolaire 2024-2025, le collège Jean Jaurès a accueilli de la 6e à la 3e 261 élèves artiguais. Et la FCPE du collège sollicite la commune d'apporter un soutien financier pour organiser le bal de fin d'année marquant le passage des élèves de 3e vers le lycée. Donc il est proposé de donner un avis favorable à cette demande en octroyant une subvention de 300 € à la FCPE. Merci, monsieur No. Avez-vous des questions? Non. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 57 est adoptée. Je vous en remercie. Je repasse la parole à monsieur No. Alors, 58. Merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération est la mise en place d'une convention financière des élèves artiguais fréquentant les classes Ulysse. Alors, les classes Ulysse, c'est unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc, si on fait l'état des lieux, actuellement, la ville de Senon et de Lormont possèdent des classes Ulysse, la ville d'Artigues n'en possède pas. Senon et Lormont sont des communes d'accueil. La Artigues est une commune de résidence. Alors, lorsqu'un enfant de la commune de résidence est scolarisé dans une commune d'accueil, il devient légitime pour la commune d'accueil de demander à la commune de résidence une participation financière liée au coût de la scolarisation de l'enfant. Donc, bon, je vous fais l'économie du parcours assez complexe imposé aux familles pour inscrire leurs enfants en classe Ulysse. Quand un enfant relève d'une scolarisation en classe Ulysse, un accord de la famille est nécessaire. Et lorsque on a des enfants en classe Ulysse, ils sont forcément orientés vers la ville de Senon ou la ville de Lormont. Alors, il s'avère que concrètement, nous avons un enfant artiguais scolarisé en classe Ulysse à Lormont. Donc, la municipalité d'Artigues doit donc participer aux charges de fonctionnement assumées par la commune de Lormont. Ces charges de fonctionnement sont calculées sur la base décrite dans la délibération. Donc, je vous fais l'économie de vous les lire. Hein, elles sont inscrites dans la délibération. Elles sont d'un montant de 1 106,69 € par enfant pour l'année 2024 à Lormont. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser, monsieur le maire, de signer la convention de participation financière avec les communes possédant des classes Ulysse, dont la ville de Lormont, et d'acquitter le règlement établi par la convention à raison de 1 106,09 € par enfant pour l'année 2024 avec la commune de Lormont. Merci, monsieur No. Je voulais préciser que les classes Ulysse, hein, c'est une décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Nous aurions, nous, la place pour accueillir une classe Ulysse. Maintenant que nous avons construit l'école Joséphine Becker, nous avons des salles de classe disponibles à l'école élémentaire du parc, mais c'est monsieur Liouen qui décide, avec Liouen, avec qui j'étais au téléphone hier, vous vous en doutez, dans l'après-midi, pour prendre des décisions par rapport à l'accueil des enfants dans les salles de classe aujourd'hui, compte tenu des fortes chaleurs. Avez-vous des questions ou des remarques? Prise de parole, monsieur Thierry Nicolas. C'est Alors, juste... Madame Rigbosch, monsieur pardon. Nicolas. Dites-moi. Madame Rigbosch, allons-y. Oui. Voilà. Peut-être un peu vers- Monsieur le maire. Oui, peut-être plancher. Voilà, si vous pouvez le mettre vers vous. Excusez-moi. La somme de 1106,09, c'est par enfant. C'est pour un enfant. Pour Mais là, un c'est enfant. Là, Un c'est enfant. un On enfant. est bien d'accord. Et actuellement, on a un seul enfant Oui. qui est dans une classe Ulysse. Oui. Alors, un seul enfant à Lormont. C'est-à-dire qu'on a Lormont. d'autres enfants qui sont On en a à d'autres Senon, qui est dans la plutôt la commune. classe Ulysse de secteur, on va Voilà. dire. Bon, là, c'est un cas particulier. Donc, si vous voulez, la commune de Lormont demande une participation, la commune de Senon n'en demande pas. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que la commune de Senon, elle, vous le fait gratuitement.
Oui. La commune de Lormont, c'est 1106,09 €. Voilà. On est bien d'accord. Bon. Très bien. Monsieur, je crois que monsieur Nicolas... Pardon, Madame Rigbosch, est-ce que je peux vous demander de couper votre micro, Oui, pardon. puisqu'on ne peut pas en avoir plus de 2 ou 3 ouverts en même temps. Merci. Monsieur Nicolas. Non, c'est simplement pour information. Donc, est-ce que la ville d'Artigues a un nombre de places limité? Si, admettons, demain, il y a 4, 5, 6 enfants, ou est-ce que c'est les parents qui s'inscrivent et après, c'est les communes qui accueillent et qui reviennent vers vous? Si vous voulez, c'est une démarche qui est assez complexe pour ces enfants et les familles, parce que bon, moi personnellement, j'interprète ça comme une double sanction pour des enfants qui sont handicapés par rapport à une scolarité dite normale. Donc il faut que d'abord ces enfants soient identifiés par la MDPH, bon MDPH et maison départementale, etc. Ensuite, les enfants identifiés sont, comment dire, ça dépend de la direction départementale de l'éducation nationale, où il y a une cellule qui analyse les cas au cas par cas. Ensuite, c'est l'inspecteur de circonscription qui décide si effectivement sur la circonscription il y a des places dans telle et telle commune. Et ensuite, ces enfants sont distribués dans ces écoles qui sont réparties, donc, comme je vous l'ai dit, dans les 2 villes de Senon et de Lormont. Bon, c'est un véritable parcours de combattant pour les parents de ces enfants. Voilà. Mais une fois de plus, c'est l'Éducation nationale qui décide. Hein. Parce que voilà, c'était simplement pour dire que la commune n'a aucun pouvoir là-dessus, quoi. Absolument pas. Comme tout ce qui concerne la commune, on gère le côté matériel, mais tout ce qui est ressources humaines et puis moyens humains, c'est l'Éducation nationale via le ministère de l'Éducation nationale qui décide et donne les moyens pour faire fonctionner ces structures. Merci, Monsieur No. Les sections ULIS, ça n'existe pas partout. Oui, c'est ce qu'on... Oui, tout à fait. Merci. Je vous propose, merci Monsieur No, coupez votre micro. Je vous propose donc, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus à l'unanimité. La délibération 58 est adoptée. Je passe la parole maintenant à Monsieur Lureau pour la 59. Alors, délégation 59 qui a trait à la maîtrise d'ouvrage du génie civil, les travaux avenue de Pérou. C'est très simple, il y a les travaux d'enfouissement des réseaux électriques qui sont à maîtrise d'ouvrage partagée, les courants forts étant sous maîtrise d'ouvrage du SDEG et les courants faibles sous maîtrise d'ouvrage de la mairie. Pour faciliter la réalisation de ces travaux, il est plus simple qu'il y ait une seule maîtrise d'ouvrage. Donc nous proposons de transférer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux au SDEG moyennant un taux de 7%. Le montant des travaux étant de 4 000 €, 7%, ça fait 280 €. Et la délibération a trait à autoriser Monsieur le maire à signer cette délégation de maîtrise d'ouvrage ponctuelle pour ces travaux. Merci Monsieur Lureau. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Eh bien, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus à l'unanimité. La délibération 59 est adoptée. Monsieur Lureau pour la 60. Alors, délibération 60. Qui a trait à l'instauration du droit de préemption des fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. Simplement, la ville d'Artigues comporte 3 grandes zones d'achalandage qui sont principalement la zone de Auchan, avec ce Simpli, la zone Intermarché, à Fédot, et la zone du centre-bourg et la zone Poteau. Ça fait 4 d'ailleurs, désolé. La zone du centre-bourg, pour l'organiser, va être un peu dépendante du fonctionnement des 3 autres zones. À ce stade, nous n'avions pas le droit de préemption sur les fonds de commerce, donc nous apprenions leur changement, à la limite par la presse, quand l'élément était vendu, mais on n'avait pas de droit de pouvoir sur ces éléments-là au préalable. Cette délibération nous instaure un droit de préemption qui permet, dans un premier temps, d'être informé de ce qui se passe et éventuellement de pouvoir préempter pour pouvoir agir sur la répartition des commerces entre le centre-ville et les 3 zones d'achalandage que je viens de vous citer. Il faut que ça soit d'un intérêt municipal certain. Enfin, l'objet n'est pas d'interdire l'installation privée de qui que ce soit. Chacun est libre de vendre son bail commercial ou son fonds de commerce à qui il le souhaite. Et ça nous permet d'avoir une information et de pouvoir agir en cas de déviation extrême sur une de ces zones d'achalandage. Donc voilà, donc c'est simplement ce sujet-là. Ça ne nous permettra pas d'acheter les commerces à la place des privés, mais juste d'être informés et de pouvoir organiser un peu les choses au cas où.
Merci, Monsieur Léraud. Avez-vous des questions? Monsieur Dauvilliers. Donc, des questions et un constat surtout. Vous nous demandez de valider ce soir le droit de préemption sur des fonds de commerce et des activités artisanales sur 2 secteurs, entre autres le centre-bourg. Il faut rappeler que ces 2 secteurs, donc le centre-bourg, que vous avez, on va recevoir une population, il y a déjà une population en place, mais on va recevoir une nouvelle population intergénérationnelle. Donc la proximité est incontournable au niveau de ces services. Et je pense qu'une boulangerie, un cabinet médical, un laboratoire d'analyse, un fleuriste, etc., sont des commerces qui sont attendus et des prestations qui sont attendues. Et vous, pendant des années, vous avez validé, même si vous dites que vous n'avez pas le droit de regard, que vous avez validé l'implantation hors centre-bourg de tant de commerces. Boulangerie, il y en a 5. Et ce n'est pas au centre-bourg, évidemment. La dernière en date, c'est derrière la 89, à Artigues. Vous avez validé 2 bars à Fédot, une multitude d'enseignes, et toujours rien au centre-bourg. Alors nous avions un salon de coiffure disparu pour laisser place à un magasin qui vend des robes. Ça, c'est sûr que des robes de mariée, c'est sûr que ça gère du public. Et cela nous paraît très très compliqué. Et là, vous nous dites d'aller préempter avec l'argent des contribuables. Donc, je me pose la question, moi, 1,3 million de cession des terrains de Bel Air, est-ce que vous n'auriez pas pu utiliser ces 1,3 million pour faire ce que vous allez faire, c'est-à-dire préempter certains commerces pour avoir le choix au niveau des enseignes? Et pourquoi solliciter une fois de plus les Artiguais? Là, vraiment, on a le droit de se poser des questions. Ce centre-bourg, c'était votre volonté, je me rappelle de campagne, refaire vivre ce centre-bourg. Au contraire, moi, le constat, c'est que il y a plein de manifestations qui pouvaient se faire au centre-bourg, comme la kermesse des écoles, le forum des assos. C'est pas gravé dans le marbre qu'il soit fait à Bétail. Il peut être fait au centre-bourg. Il faut faire revivre ce centre-bourg. Donc, laissez-moi le temps de parler. Vous pourrez répondre ensuite. La fête de la musique, ça fait 2 fois qu'elle est au parc Bétail. Si on doit faire revivre ce centre-bourg, il faut commencer par ça. Donc, alors là, vraiment, nous, on ne va pas valider le fait que vous demandiez encore aux Artiguais, par le contribuable, des achats de fonds de commerce pour pouvoir choisir les enseignes. Ça, c'est impossible. Vous venez de générer 1,3 million sur la cession de Bel Air. Où est passé cet argent? Pourquoi vous n'auriez pas pu vous en servir pour éventuellement faire l'acquisition des fonds de commerce dans le futur centre-bourg? Monsieur Léraud va vous répondre. Je crois que vous mélangez tout, Monsieur Dauvilliers. Et en tout cas, vous ne répondez pas à la délibération, vous faites un discours électoral, donc vous en avez le droit, hein, faites-le. Simplement sur les premiers sujets. Le fait d'amener à Artigues, par exemple, des laboratoires d'analyse médicale, je vous rappelle qu'il n'y en avait pas, qu'on en a amené 2. Voilà, juste un petit souvenir. Sur l'aménagement du centre-bourg et sur le fait d'y amener des commerces, je pense que rappelez-vous un peu qu'on avait un libraire qui était très performant sur le centre-bourg, qui a disparu sur votre mandature, Monsieur Dauvilliers. Donc rappelez-vous un peu toutes ces choses-là. L'organisation, si vous n'aviez pas lu votre texte, mais vous m'aviez écouté, vous auriez entendu que je vous ai dit que le droit de préemption était lié à un phénomène tout à fait exceptionnel et que nous n'en usurions pas, et que je n'étais pas là pour interdire la vente privée. Donc je n'ai pas l'intention de dépenser l'argent des Artiguais pour acheter une boulangerie, une boucherie ou que sais-je. Ce n'est pas l'objet. Mais comme vous ne m'avez pas écouté et que vous lisez votre papier, effectivement, vous n'avez pas pu répondre à ma question. Voilà, c'est simplement ces choses-là. Et après, mélanger la vente de l'îlot Bel Air avec tout ça, enfin, je ne vois vraiment pas ce que ça vient faire dans cette histoire. La vente de l'îlot Bel Air, elle est là pour tenir à nos engagements de campagne. Alors effectivement, c'est pas très naturel pour vous qu'on tienne les engagements de campagne. Mais nous avions proposé aux Artiguais de réaliser une résidence intergénérationnelle à cet endroit-là. 1, on l'a réalisé, et 2, ça a effectivement rapporté 1,3 million à la ville, oui. Et c'est plutôt une bonne chose. Je vais laisser Monsieur le maire confirmer les autres points. Oui, avant de vous redonner la parole, vous avez noté 2 points concernant le forum des associations
que vous regrettez de ne pas voir, je pense, en extérieur, mais je pense que l'année dernière, on a bien fait de le faire dans le gymnase, parce que les chaleurs étouffantes faisaient qu'il aurait été annulé, et il a été annulé dans d'autres communes, si on n'avait pas pu le faire à l'intérieur. Donc effectivement, ce n'est pas gravé dans le marbre, mais c'est quand même une option, compte tenu de la météo que l'on a aujourd'hui, du climat que l'on a aujourd'hui. Je pense qu'on verra avant de le remettre en extérieur. Même si, par exemple, la fête de la musique, je crois que c'est une très très bonne idée d'avoir pu la mettre à l'ombre des arbres du Château Bétail. Si elle avait été sur la place minéralisée du centre, on peut imaginer ce que ça aurait donné. Il y aurait eu là aussi probablement une annulation. Place du centre d'ailleurs, donc vous savez qu'elle est en cours de végétalisation. Les brumisateurs commencent à être installés. Les gens me demandent vite l'installation des brumisateurs. Il faut quand même le temps de faire les projets. On a en 5 ans fait beaucoup de choses, mais il faut quand même le temps au temps pour que les choses se réalisent, et la plantation se fera de cette place évidemment à l'automne, le moment venu. Peut-être je vais passer la parole à monsieur, alors je ne sais plus si monsieur Dauvilliers, Cholet. Un seul micro est allumé, s'il vous plaît, pour qu'on y voit clair. Monsieur Cholet. Le micro est allumé, oui. Merci, monsieur le maire. Je vais rentrer dans le détail technique, monsieur Lureau. Ouvert, non? Coupe le tien, Claude. Est-ce qu'on a recueilli l'avis des commerçants existants sur les 3 zones de chalandise? Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, est-ce que le gérant, enfin les directeurs d'Intermarché a été informé? Est-ce que les commerçants du centre-bourg C'est une enquête de la CMA et de la CCI. Parce que je ne le vois pas dans le dossier de la CCI, il y a eu une interrogation, une sollicitation. C'est indifférent aux commerces qui sont présents, enfin aux propriétaires qui sont présents. C'est simplement une étude de la CCI et de la CMA sur les points de regroupement des clients dans les différentes zones de chalandise. Donc que ce soit le propriétaire machin ou le propriétaire bidule, ça ne change rien. Il y a une boulangerie, effectivement, M. Levilliers l'évoquait, il y a une boulangerie au poteau d'Ivrac. La boulangerie qui va être créée à la place de l'ancien Courtepaille, puisque c'est celle que vous évoquiez, j'imagine. Je pense qu'elle n'a pas exactement la même zone d'achalandise, et c'est bien pour ça qu'elle est réalisée, puisqu'elle va être sur le passage de la Nationale 89, et c'est plutôt des gens qui vont s'arrêter plutôt que des artiguais qui vont aller chercher leur pain. Voilà, donc ce n'est pas les mêmes zones. Pour répondre à votre question, ce sont des enquêtes CCI et CMA, dont des enquêtes qui ont été commencées en 2017. Ce qui me surprend, monsieur Lureau. Alors, pardon, monsieur Cholet, c'est moi qui vous donne la parole, s'il vous plaît, juste pour organiser. Je voulais quand même donner un complément. Alors, donc, on a eu un avis favorable suite à des études, mais on avait un avis favorable de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers et de l'artisanat. D'autre part, dans l'intervention de monsieur Dauvilliers, vous dites qu'on aurait laissé s'installer ou donner des autorisations. Mais justement, c'est bien avec ce droit de préemption que l'on pourra observer ce qui se passe et éventuellement le contrôler. Et même si l'on achète, comme vous dites, avec l'argent des artiguais, c'est pour le revendre, puisqu'il est écrit qu'au bout de 2 ans, effectivement, le bail doit être revendu. Donc de toute façon, ce ne sera qu'une avance, et ça permet à la puissance publique de contrôler les choses, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas le faire. Voilà, donc c'est ça la réalité. Et vous faites croire, alors soit c'est par méconnaissance, soit pour une autre raison que j'ignore, vous faites croire aux gens que l'on peut contrôler et décider que telle ou telle enseigne s'installe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les enseignes s'installent, c'est du droit privé, et elles ont tout à fait le droit de s'installer librement. C'est la liberté du commerce. Monsieur Cholet, oui. Ouais, merci, monsieur le maire. Dans le rapport CCI, là, je ne vois pas l'avenue de Vircourt. Ils ne sont pas cités, les commerçants. Il y a la boulangerie, il y a la pizzeria, il y a le coiffeur, il y a le magasin de Vapote, il y a alors, le salon d'esthétique a fermé. Mais pourquoi ils n'apparaissent pas, ces gens? Ils sont quand même concernés également par ce projet. Donc, puisque là, on parle de beaux commerciaux privés dedans. Donc, mais ils n'apparaissent pas. Alors, à quelle zone de chalandise sont-ils rattachés, ces commerçants? Voilà, donc, et puis après, si je peux me permettre, dans le rapport que j'ai bien décortiqué, on parle d'installation de commerces divers et variés, mais monsieur le maire, vous venez d'en parler un terme à l'instant, moi qui m'interpelle. Vous dites contrôler, mais contrôler quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez contrôler suite à l'installation de ces beaux commerciaux et de ce commerçant? Vous allez vouloir avoir la main sur quoi concrètement? C'est décrit dans le document. C'est pour éviter effectivement, par exemple, que l'on ait que des agences bancaires dans le centre-ville, si on n'a pas envie d'avoir que des agences bancaires. Donc c'est pour limiter le fait d'avoir du monocommerce. Ça serait bien qu'on ait un distributeur de billets, je trouve, moi personnellement, parce qu'on en a qu'un, quoi. Entre un distributeur de billets, sachant que ça évolue quand même. Moi, je l'utilise quand même. Mais il y a quand même nos anciens, nos seniors qui ont besoin de billets pour non, mais j'ai pris le cas des agences, ça peut être autre chose. Voilà. L'idée, c'est quand même de savoir ce qui se passe dans notre cœur de ville, et de pouvoir effectivement avoir un œil, c'est une notion d'observatoire. Aujourd'hui, nous sommes en aveugle, et vous l'étiez depuis des années, puisque vous aussi, vous avez
comme vous dites, laisser s'installer. Aujourd'hui, on a une délibération qui permet de contrôler les choses et si on veut intervenir, nous pourrons intervenir. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'intention première. L'intention, c'est d'observer ce qui se passe et éventuellement de conseiller les commerçants, certains qui s'installent en leur disant c'est peut-être pas une bonne idée d'installer ce type de commerce-là à tel endroit, parce que nous, justement, on peut avoir une vision de ce qui se passe. Le fond de Monsieur ma pensée, Chollet, je vous redonne la parole. Le fond de ma pensée, monsieur le maire, c'est quand même, moi j'ai le sentiment que vous voulez piloter quelque chose qui correspondrait, on va dire, à un idéal commercial qui serait le vôtre avec vos nuances politiques, si je peux employer le terme. Moi, ce qui me dérange, c'est que si vous voulez avoir la mainmise, c'est quand même pas forcément ce qu'ils souhaitent avoir les artigués. Moi, je suis plutôt pour le pluralisme et laisser les choses se faire. Le commerce se fait, le commerce de proximité se fait. Il y a une concurrence, ça libéralise les prix, ça démocratise. Le boucher est meilleur que l'autre ou le fleuriste est meilleur que l'autre. Après, franchement, moi, je suis inquiet, on est inquiet, parce que avoir la main sur l'urbanisme commercial, même si j'entends, monsieur Leroux, vous dites que ça se fera, vous améliorerez les dossiers, certes, mais moi je suis inquiet parce que j'ai peur qu'il y ait une espèce d'hégémonie qui s'opère et puis que vous puissiez poser vos jalons comme vous avez envie de les poser. C'est étonnant parce que dans le même temps, M. De Villiers vient de nous prescrire de diriger l'installation des commerces en rez-de-chaussée de la résidence intergénérationnelle. Alors, et vous interdisez le pilotage des commerces. Donc, mettez-vous d'accord tous les deux. Lequel il faut écouter? Celui qui demande de piloter ou celui qui demande de ne pas le faire? L'objectif, et vous l'avez entendu dans ce droit de préemption, c'est avant tout un intérêt d'information préalable et de pouvoir agir aux besoins. C'est les termes que j'ai employés. Ce n'est pas de diriger l'installation des commerces d'un Artigues. Ce n'est pas du tout l'objet. Monsieur Dovillier, oui. D'accord. On parlait de concurrence. Il va y avoir une concurrence de secteur, ça c'est obligatoire. Vous allez être confronté à cela. Parce qu'actuellement, on va dire que le centre-ville, il est surfait d'eau, avec toutes les enseignes, tout ce qui se passe. On va dire que le centre-bourg vivote et le centre-ville, c'est à fait d'eau. Non, moi, ce que je voulais vous dire, et merci pour l'information, je n'étais pas au courant. Moi, je parlais des 5 boulangeries, dont la dernière qui est devant Jiffy, ça s'appelle la Panetière. Vous venez de nous annoncer là, devant la représentation municipale, qu'à la place du Courtepaille, il va y avoir une autre enseigne. C'est bien ça ? Qui est prévu à l'instant, oui. Mais merci pour l'information. On n'était pas, nous élus, on n'était pas au courant, mais merci pour cette information. Voilà, donc j'étais resté sur 5 boulangeries, on en est à 6 et toujours pas au centre-bourg. Voilà. Monsieur Leroux. Ça, au moins, que les Artiguais l'entendent. Monsieur Leroux. Oui. Bon. Oui, simplement, vous le savez, mais je vais vous le répéter pour la 40e fois, que nous n'annonçons pas les choses avant qu'elles soient légalisées et que les permis de construire et les permis d'achat soient validés, ce qui est effectivement le cas depuis quelques jours. Je ne sais même pas s'il est complètement validé. Je pense que les recours ne sont pas encore purgés. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas été informé, comme je le fais à chaque fois. Parce que comme vous en êtes très vigilant, le droit privé est important. Chacun a le droit d'investir comme il le veut, quand il le veut, à partir du moment où il respecte les règles d'urbanisme et les règles du droit civil, ce qui est le cas. Et sachant que, là encore, on nous indique que ce sera probablement ce type de commerce ici, mais ça peut tout à fait changer, puisque justement, on n'a pas autorité pour décider de quel commerce sera installé là ou là. Vous essayez encore une fois de faire croire aux gens que ce serait la mairie, le maire qui serait en capacité de décider des enseignes. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et justement, sur un secteur précis, puisqu'on n'a pas le droit de le faire partout, et là, les échanges avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers sont assez clairs là-dessus. On peut le faire sur des périmètres restreints, sur des cœurs de ville, justement pour y donner une tonalité particulière. Alors, si ça vous inquiète, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous avez été inquiet très très longtemps sur tout un tas de sujets, mais les choses avancent. On a fait dans ce secteur et on est en train de le dynamiser. Je crois qu'on va y venir juste après, mais là, ça sera une transition et puis je crois qu'on arrêtera là sur les débats sur ce sujet-là et on va passer au vote, mais sur la halle de marché et sur le marché. Et c'est la transition avec le sujet suivant. Madame Lesbat, vous voulez un complément peut-être ? Oui, juste pour répondre à M. Dovillier sur son inquiétude concernant les temps festifs au niveau du centre-bourg. Je vous rappelle que vous étiez là samedi, vous avez vu qu'il y avait la fête du vélo. Donc, on anime, il y a eu un spectacle de hip-hop il y a un mois, et je vous rassure, pour le 14 juillet, il y aura des animations sous la halle, comme tous les ans, mais cette fois-ci sous la halle. Merci Madame Lesbat. Alors, je propose de passer au vote sur cette délibération. S'il n'y a pas d'autres prises de parole. Allez, la dernière, Monsieur Nicolas. Excusez-moi. Demandez gentiment. Non, simplement, si un propriétaire qui a un commerce aujourd'hui
il décide de changer la destination de son bien. Est-ce que s'il est préempté, vous rachetez le commerce et vous le revendez, ou il a le droit de dire aujourd'hui j'arrête mon commerce et je fais autre chose? Il a tous les droits, je le dis, je le répète pour la 4e fois. Nous ne sommes pas là pour préempter et acheter les commerces à la place des privés. Voilà, que les choses soient claires. Et quelqu'un qui veut changer la destination de son commerce peut très bien le faire, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Comme dans la délibération, il y avait marqué que c'était pour lutter justement, je reprends la phrase, que lutter contre la transformation des locaux commerciaux, c'était pour ça, c'est juste pour ça. C'est en cas d'achat, puisque c'est un droit de préemption en cas d'achat. On sera informé en cas d'achat ou de vente des baux ou des fonds. Voilà. Merci. Alors nous passons au vote. Donc, qui est contre? 6 voix. Oui, je me suis douté. 6 voix. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? À la majorité, la délibération 60 est adoptée. Monsieur Leroux pour la 61. Alors, délibération 61, actualisation des droits de place du marché communal. Il se trouve que nous vivons actuellement sur une délibération précédente qui a dû semer le trouble, puisqu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui de différenciation en fonction des mètres linéaires de commerce qui sont installés. Et chacun paye la même chose. Donc, nous avons décidé d'y remédier. Alors, on a fait une enquête au niveau de Bordeaux Métropole, au niveau de 12 villes de Bordeaux Métropole, pour essayer d'avoir un peu les niveaux moyens de prix unitaires qui sont appliqués. Et nous sommes arrêtés sur ceux qui vous sont proposés aujourd'hui, qui sont des prix plutôt dans la moyenne ou dans la moyenne basse. Donc, le prix pour les gens qui seraient abonnés à l'année, qui s'installeraient à l'année sous le commerce, serait 1 € du mètre linéaire par samedi et par mois. Ceux qui seront abonnés au trimestre seraient de 1,50 € par mètre linéaire par samedi. Et ceux qui seront au coup par coup de 2 € par mètre linéaire par samedi. N'apparaissent pas les frais d'électricité qui sont souvent facturés sur les autres marchés, mais comme nous produisons l'énergie électrique par les panneaux qui sont juste au-dessus de la tête des commerçants et des clients le samedi matin, nous avons considéré qu'il ne serait pas de bon ton de facturer, donc l'énergie électrique est fournie gratuitement à tous les commerçants. Donc c'est juste une adaptation des prix unitaires pour essayer d'équilibrer un peu les choses et qu'un commerçant qui a 12 mètres linéaires de rayonnage paye sa place un peu plus cher que celui qui en a 1 mètre. En gros, que les marchands de légumes qui ont 12 mètres payent plus cher que le monsieur qui vend des tiramisu et qu'à sa petite table d'1,50 m, ça me paraît tout à fait juste. En sachant que pour les plus gros rayonnages, donc qui sont les 2 marchands de légumes, en gros, 12 mètres, vu les prix annoncés, ils sont là toute l'année, ça fait 48 € par mois, ce qui reste, somme toute, assez raisonnable. Voilà. Merci, Monsieur Leroux. Avons-nous des questions, des prises de parole? Non. Eh bien, écoutez, nous passons au vote sur cette délibération. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 61 est adoptée. Et je passe la parole à Madame Vinter pour la 62. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, délibération 62. Qui est relative donc au choix de concession DSP. Donc la présente délibération a pour objet de soumettre à l'approbation du conseil municipal le choix du concessionnaire qui sera chargé de la gestion, l'exploitation et l'entretien de la crèche Les Rêves Bleus pour les 5 prochaines années, à compter du 1er août 2025, avec une fin de contrat au 31 juillet 2030. Donc ce choix résulte du déroulement d'une procédure simplifiée de concession de services publics. Donc il y a 3 sociétés qui se sont présentées dans ce cadre, qui sont portées candidates. Ces 3 sociétés sont éponymes, Léo Lagrange et People & Baby. Et donc, ces sociétés admises à remettre une offre et à négocier à l'issue de la remise de leur offre initiale. Donc, à l'issue de la phase de négociation, l'offre finale remise par la société People & Baby s'est révélée être la plus avantageuse au regard des critères d'appréciation des offres. Et l'ensemble des considérations ayant conduit à ce constat était indiqué dans le rapport sur le choix du concessionnaire. Il apparaît notamment que l'offre technique de People & Baby se révèle dans l'ensemble très qualitative. Le service rendu aux usagers est très qualitatif également, tant du point de vue pédagogique que social.
en présentant un fort niveau également d'inclusion. Du point de vue financier, l'offre de People and Baby s'avère largement optimisée et cohérente, en garantissant donc un niveau d'investissement élevé dans l'ensemble et une participation financière de la ville compétitive. People and Baby propose des actions concrètes également visant à promouvoir l'égalité et lutter contre les discriminations dans le cadre de la gestion quotidienne de la structure. Donc l'offre est satisfaisante également sur le volet environnemental. Donc pour ces raisons, l'offre de People and Baby s'est distinguée et a fait l'objet du choix final de la commune d'Artigues-Près-Bordeaux. Donc il est ainsi demandé au Conseil d'approuver, au regard notamment des éléments du rapport joint à la présente délibération, le choix de la société People and Baby comme concessionnaire de services publics pour l'exploitation du multi-accueil Les Rêves Bleus et d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat afférent pour une durée de 5 ans. Merci Madame Vinter. Y a-t-il des questions sur cette délégation de services publics? Bon, je crois que l'on peut dire que malgré tout, nous étions satisfaits de la prestation des équipes qui sont en place. People and Baby est en train aussi de modifier depuis quelques mois son mode de management. On n'a plus un patron, un employeur qui décidait de tout. Il y a une équipe beaucoup plus structurée et on sent du coup des rapports humains et des responsables de crèche qui sont beaucoup plus humains et ça fonctionne très bien. En tout cas, les Artiguais, globalement, que l'on rencontre, on sommes allés il n'y a pas très longtemps au goûter de cette crèche. Les Artiguais étaient satisfaits, donc je pense qu'ils seront satisfaits de voir que l'on a pu reprendre le même organisme. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Et je vous en remercie. Je vais passer la parole à Madame Brochard pour la délibération numéro 63. Bonsoir. Je profite de cette délibération qu'on va traiter pour rappeler nos actions auprès des associations. J'ai entendu dire, mais sans doute ai-je mal compris, que nous nous occupions des associations seulement depuis quelques mois. Sans revenir trop en arrière, je voulais rappeler que lors du Covid, nous avons aidé toutes les associations qui avaient des problèmes financiers. En 2022, et non il y a 2 mois, nous avons installé une ventilation dans le gymnase, intervention qui ne se voit pas beaucoup mais qui protège cette salle. Nous avons également repeint tous les couloirs et les vestiaires au gymnase. Nous avons aussi aidé l'association BMX, qui est la seule association dans ce sport sur la rive droite. Et c'est vrai qu'il fallait un petit peu booster au départ cet assaut. Nous avons refait il y a environ 4 ans le clubhouse de tennis. Cet été, nous allons réparer les sols des tennis couverts, alors que nous avons procédé à diverses améliorations des tennis extérieurs avec l'aide des adhérents au cours des années précédentes. Ça, ce sont quelques exemples, mais excusez-moi. Je voulais parler d'une délibération qui concerne le handball, pour vous dire qu'on s'intéresse à toutes les associations, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le handball utilise des ballons, et pour maintenir le ballon, les gens mettent de la résine qui abîme beaucoup le sol. Et comme nous refaisons le sol du gymnase, nous avons décidé d'aider cette association à acheter des nouveaux ballons qui épargneront le sol. Enfin, je termine sur le rôle des associations. Nous sommes présents à toutes les fêtes, à toutes les manifestations, avec également aux assemblées générales, soit monsieur le maire, soit moi, et le plus souvent nous deux. Voilà, ça c'était un petit rappel. Je passe donc à la délibération concernant ces fameux ballons de handball. On considère que la réfection du sol de la grande salle du gymnase Nelson Payou va avoir pour conséquence de rendre impossible l'utilisation de résine. Ça veut dire que les clubs qui viendront jouer n'auront pas le droit d'utiliser leur propre ballon, ou de colle dans le cadre de la pratique du handball et de tout autre sport dans cette salle. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide de verser une subvention exceptionnelle à l'association Handball Club d'Artic d'un montant de 2058 € pour l'achat de ballons de handball sans colle. De charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Brochard, merci pour ces rappels utiles. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Alors je précise, je ne sais pas si on avait donné les dates, mais c'est du 15 juillet au 22 août qu'aura lieu la rénovation du sol du gymnase. Donc je la mets au vote, bien sûr. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 63 est adoptée. Je passe la parole à Madame Lesbats pour une série de 5 ou 6 délibérations. 5. Donc, dans ma première délibération, c'est une présentation du rapport développement durable. On n'a pas d'obligation légale de le faire. Elle est obligatoire à partir de 50 000 habitants. Mais un certain nombre de communes tient à montrer et à formaliser l'engagement en faveur des transitions écologiques, sociales et économiques. Et c'est aussi une façon de montrer que toutes nos actions, quelle que soit la délégation, sont influencées, sont motivées par le développement durable et ses objectifs. Donc il y a 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU, mais comme pour simplifier la lecture de nos actions, on a regroupé ça sous forme d'axes, de 5 grandes axes. Donc je vais rapidement vous donner quelques exemples pour chacun de ces grands axes. Et ensuite, vous pourrez, dans quelques jours, pouvoir consulter le dossier complet sur le site de la ville. Premier grand axe, lutter contre le réchauffement climatique. Quelques exemples forts, donc entre 2021 et 2024, la rénovation complète de l'éclairage public avec le passage en LED et extinction nocturne, qui a permis d'économiser 80% de la consommation électrique. On a mis en service une halle de marché avec ses 970 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui peut couvrir une consommation de 30 à 50 foyers. On a augmenté la longueur, le kilométrage des pistes cyclables de 40%. On prête des vélos depuis maintenant 4 ans à assistance électrique sur des durées de 2 mois. Et on met en place de nombreuses actions en faveur des mobilités douces. Deuxième grand axe, préserver la biodiversité et les ressources. C'est justement ce titre correspond au prix que nous avons eu, effectivement, prix spécial de la région dans le cadre de Villes et Villages Fleuris. On a mis en place et on a développé une gestion écologique, c'est-à-dire avec une gestion différenciée sur 61 hectares d'espaces verts. On a protégé 4 hectares supplémentaires de zones naturelles, je fais allusion à Saint-Leu, et préservé 2,5 hectares supplémentaires en évitant une urbanisation excessive. On a renforcé les continuités écologiques, on a mis en place des manifestations de sensibilisation avec Nature en Fête et la Fête de l'Arbre. Troisième grand axe, on a donné à toutes et à tous la possibilité de s'épanouir. Alors déjà, avec une politique tarifaire solidaire, je rappelle que 80% des familles payent le repas de la cantine moins cher qu'avant. On a mis en gratuité le transport scolaire des écoles élémentaires pour presque 300 enfants. On a facilité la culture avec la gratuité de la médiathèque et la mise en place de la carte jeune qui fait de plus en plus d'adhésion. Et on a mis des événements forts comme Festifamille, des lieux d'accueil importants comme le lieu d'accueil enfants-parents. Et on a favorisé aussi l'implication des Artiguais sur de nombreux projets. Je pense par exemple à toutes les associations qui participent à des temps festifs comme le 14 juillet, Fête de la musique, etc. Et aussi la possibilité, par exemple aussi, parce que ça me concerne plus particulièrement, effectivement, d'aider à faire notre programmation culturelle avec un certain nombre de citoyens. Quatrième axe, favoriser la solidarité, avec particulièrement l'activité de notre épicerie sociale et solidaire, qui est un modèle pour les épiceries sociales et solidaires de la métropole.
avec une conseillère numérique qui a permis d'aider environ 350 personnes. Et on a renforcé l'engagement de la commune en faveur de l'inclusion et de l'égalité. Je pense par exemple à la quinzaine de l'égalité qui nous permet d'avoir des temps de réflexion forts sur des sujets qui ne sont pas forcément toujours simples. Je pense aussi à la création d'une aire de grand passage. 5e axe, produire et consommer de façon responsable, avec une restauration scolaire avec 50% de produits durables, qui a permis de valoriser 22 tonnes de biodéchets. On a des distributions de composteurs, on est les meilleurs de la métropole sur le nombre de composteurs par habitant. On a eu un tiers-lieu, la Bel Air, qui a accueilli des structures de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses. Je vous répète, ce sont des extraits de ce rapport que vous pourrez consulter très prochainement. Merci. Il n'y a pas de vote. Merci, Madame Lesbat. Avez-vous des questions sur ce rapport? Oui, Madame El Fadi. Bonsoir à tous. Est-ce que dans ce rapport rentre tout ce qui est entretien des espaces verts? Tout y est. D'accord. Parce que dernièrement, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous y allez ou pas, sur les groupes non, je suis la d'articles. seule à ne pas avoir de réseaux sociaux, j'en suis désolée. Pas de souci. On a constaté qu'il y a de nombreux artigués qui râlent au sujet des dépôts sauvages, de l'herbe qui pousse. Donc, est-ce que ça rentre dans ce rapport ou pas du tout? Alors, l'herbe qui pousse, est-ce que c'est forcément un désagrément? Dans la mesure où ça ne... En fait, la dégestion différenciée, c'est une gestion en fonction des usages. Alors, je peux comprendre que des fois, dans un virage, si l'herbe pousse trop, eh bien, on fait en sorte d'appeler les services pour, s'ils ne l'ont pas fait avant, pour qu'on puisse avoir une visibilité qui permet qu'il n'y ait pas de danger. Par contre, quand vous êtes sur un espace vague et lorsqu'on trace des passages uniquement pour une zone de piétons, ça, c'est de la gestion différenciée que l'on trouve dans toutes les communes de France, même de l'étranger, et des très grands parcs dans des grandes villes font de la gestion différenciée avec du fauchage tardif. On n'est pas la seule commune au monde à faire de la gestion différenciée. On a eu justement, je le répète, je suis désolée de le répéter, le prix spécial protection de l'environnement, justement parce que notre gestion différenciée était tout à fait, je ne vais pas dire remarquable, mais elle a été remarquée en tout cas, puisqu'on a eu ce prix. Voilà, ça ne satisfait pas tout le monde. C'est peut-être une question de temps, de communication. Il y a des gens, il leur faut un certain temps pour ne plus dire que trop d'herbe qui pousse, c'est sale. L'expression est incorrecte. Au contraire, elle permet de maintenir et d'améliorer une biodiversité dont on a bien besoin. Voilà. Oui, je pourrais compléter en disant qu'effectivement, cette année, on a eu un démarrage un peu compliqué puisque les entreprises nous faisaient des tarifs beaucoup plus élevés que les années précédentes. Donc il a fallu se repositionner. On a embauché des agents complémentaires. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la décision modificative, on a racheté une tondeau-broyeuse et une tondeuse, ce qui fait qu'effectivement des abords de voirie n'ont pas pu être tondus dans le bon tempo, mais c'est en train d'être rétabli. Et on peut saluer d'ailleurs les agents municipaux qui s'attellent à cette tâche malgré les fortes températures, même s'ils travaillent en horaire décalé, et puis quand même maintenir la biodiversité. Moi j'ai encore en tête les mots d'un climatologue du GIEC, M. Cassou, qui dit la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, on ne s'y adapte pas, on meurt avec. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire, et l'engagement que l'on prend, porté notamment par Mme Lesbat, mais aussi les services techniques, d'essayer de maintenir une nature forte en ville, bien, il est important. Je ne sais pas si on sauvera tout, mais on aura sauvé un certain nombre d'éléments par cela. Et effectivement, si les gens râlent aujourd'hui, moi je pense qu'il y a plus de gens qui râlent par le fait qu'il fasse très très chaud et par l'inquiétude que ça porte cette chaleur qui va revenir, que par le fait que l'herbe effectivement soit un peu haute pendant quelques jours. Et je pense que ça, on va pouvoir s'y adapter assez facilement. Voilà, donc en tout cas, je remercie les services et Mme Lesbat pour la présentation
de ce rapport qui est donc très complet et qui montre effectivement tout l'engagement de la commune et de tous les adjoints de l'équipe municipale sur ces réalisations. On voit que voilà, ce sont des politiques qui infusent et nous avons fait beaucoup. Peut-être que les gens estiment que nous n'avons pas fait assez, mais ce n'est pas terminé. Monsieur Cholet. Merci, monsieur le maire. Les conséquences de cette gestion différenciée, elles sont présentes sur la commune. Quand on discute avec les Artiguais, ce n'est pas des petites herbes. Vous prenez le mètre et vous allez mesurer dans certains quartiers, c'est 1,30 m, 1,40 m avec une épaisseur, sans compter les nuisibles qui prolifèrent, des rats, des souris et un ensemble de bêtes. Donc après, moi je veux bien, mais expliquer aux Artiguais comment on fait pour lutter contre et le risque d'incendie qu'il y a avec ces herbes folles et ces herbes hautes. Voilà, Alors, je voulais expliquer, monsieur Cholet, on a eu un petit retard à l'allumage, mais c'est en train de se régler. Voilà, c'est en train de se régler. On a 15 lotissements qui sont passés en gestion différenciée et qui ont signé la convention avec nous. Puis quand vous dites des rats, effectivement, ce n'est pas l'herbe haute qui attire les rats. Non, pas du tout. Au contraire. Non. Alors, vous parlez des déchets. On a mis en place des mesures. Cela dit, on n'est pas à la place de tous les concitoyens. Et les déchets, bien souvent, ce sont dans des zones d'habitat collectif et sur lesquelles nous essayons de lutter. Mais, enfin, non, ce sont dans les zones d'habitat collectif le plus souvent. Et les dépôts sauvages, effectivement, on essaye de lutter. Et on parlera tout à l'heure de la police municipale. On est en train d'embaucher un agent supplémentaire pour pouvoir travailler à la verbalisation quand l'on arrive à prendre les gens sur le fait. Mais ça, c'est une question d'éducation essentiellement. Et effectivement, vous l'avez vu, nous misons fortement sur l'éducation. Je ne vais pas revenir sur la nouvelle école Joséphine Becker, pour faire en sorte qu'il faut effectivement avoir une sensibilisation des gens à la lutte, à la non-production de déchets à la base, puisque le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Merci. Alors, c'était un rapport sans vote. Voilà, un rapport sans vote. Merci Madame Lesbat. Nous passons à la délibération numéro 65, justement sur la prévention des déchets. Ça tombe bien. Oui, c'est une autorisation pour adhérer à un règlement d'intervention, prévention des déchets de Bordeaux Métropole. Donc ça fait suite à tout un tas de dispositifs que la métropole nous propose et qui se rajoutent à tout un tas d'actions que nous mettons en place avec ou pas avec la métropole. Hein. On a aussi pas mal d'actions qui sont de notre propre initiative. Alors, je vais vous le faire rapidement parce que ce texte est très généraliste. C'est ouvert en fait à de nombreuses choses. La métropole comme réalisateur, comme animateur ou comme accompagnateur. Très concrètement, nous, ça nous intéresse par exemple pour une action que l'on va mettre en place assez prochainement sur justement les temps festifs. C'est des poubelles, des kits poubelles qui se plient et qui permettent d'être déplacés, qui peuvent être prêtés aux associations, que l'on peut mettre autant pendant la fête le 14 juillet ou à Fédot lors d'un spectacle en extérieur. Donc nous pourrons profiter de l'aide de la métropole, par exemple, sur cet achat, avec l'avantage que nous pouvons être aidés à la hauteur de 70% du coût de l'achat. Mais ça peut aussi nous aider sur de la sensibilisation, faire venir des intervenants, de la sensibilisation auprès des jeunes, auprès des seniors. Il faut effectivement énormément sensibiliser les gens sur ce sujet qui appelle déchets forcément des choses qui ne sont pas des déchets, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déchets non plus. Mais c'est de la responsabilité effectivement de chacun. S'il y a un déchet, le premier responsable, c'est celui qui les a déposés. Voilà. Merci, Madame Lesbat. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Cholet. Oui, excusez-moi, le temps je prends mon petit papier. Le règlement, on le retrouve où? Parce qu'on parle de règlement, Madame Lesbat. C'est Bordeaux Métropole. Comme tous les règlements d'intervention de Bordeaux Métropole, ils sont disponibles sur le site de Bordeaux Métropole. Parce qu'on a du mal à... Peut-être qu'il est sur Internet. Personnellement, je n'ai pas fait la recherche pour aller le chercher, mais... Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est ce que vous venez d'expliquer en fait? Oui, c'est le contenu du document que vous avez. D'accord, ok, voilà. Merci. C'est relativement simple. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions sur les déchets? Non. Eh bien écoutez, nous passons au vote. C'est un vote, hein, oui. Oui. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité. Cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. La 66, Madame Lesbat. Alors,
concernant le FAB, alors le FAB, c'est un festival avec des artistes plutôt de niveau international qui se déplacent. Depuis l'année dernière, on fait partie de ce festival. Et donc, à la rentrée, au mois d'octobre, on va recommencer avec un nouveau spectacle. Alors, c'est un spectacle qui sera produit par une personne qui n'a pas pu venir l'année dernière et qui va nous proposer un spectacle un peu très original, très proche de la cuisine, la performance. Donc voilà, c'est une artiste, je cherche ses origines libanaises, pardon, excusez-moi, qui n'avait pas pu venir pour des raisons politiques l'année dernière et qui revient cette année chez nous, au musée du vin et un autre endroit, au Globe Théâtre. Voilà. Ça aura lieu le 8 octobre et au Cuvier de Feydeau. Sachant que nous payons 50% du coût du spectacle, je cherche très rapidement le coût du spectacle qui serait pour nous, pour article de 1956,39 €. Voilà. Politique internationale. Oui. Pour des raisons politiques internationales. Merci, Madame Lesbat. Précision est utile. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, je pense que personne qui s'est absenté. Non. À l'unanimité, donc la délibération est adoptée. Délibération numéro 67. Oui, Madame Lesmat. Aussi, c'est une convention habituelle avec l'association Musique de Nuit, on dit toujours avec le Rocher Palmer, c'est vrai. Donc depuis de nombreuses années, on a ce partenariat, un partenariat très, très intéressant, où il y a des spectacles, mais aussi des masterclass, des rencontres avec les artistes et les élèves du cours Feydeau. Alors, vous savez que la culture ne va pas très très bien et toutes les structures ont besoin de faire des économies. Et donc cette année, ils ne proposeront pas 3 spectacles, mais 2 spectacles, et non pas à 12 000 €, mais à 10 000 €. Voilà, c'est la petite différence. Je ne peux pas vous donner encore quels sont les artistes qui viendront dans le courant de l'année, étant donné qu'on n'avait pas encore reçu au moment où on a rempli tout ça. On n'avait pas encore, je sais que Fabien à la médiathèque l'a reçu, mais je ne les ai pas encore, les 2 spectacles. Voilà, on aura 2 spectacles et non pas 3, pour une somme de 10 000 € et non pas 12 000. Merci, Madame Lesbat. Des questions, des interventions? Non. Passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée. 68, Madame Lesbat. Oui, là aussi, c'est une convention qui se répète tous les ans, qui est une convention avec les Étoiles en chantier, qui permet aux jeunes de faire du théâtre d'improvisation. Donc, pour une somme de 4 980 €, il y a des ateliers le mardi soir d'1h30 pour les jeunes qui sont intéressés. Il y a même parfois des parents aussi qui s'y associent. Voilà, et puis il y a aussi des propositions qui sont faites aux scolaires, voire au centre de loisirs. Donc il y a une petite modification par contre de proposition pour la rentrée prochaine. C'est que plutôt que d'imposer à un niveau de classe ces ateliers, on va demander aux enseignants qui sont intéressés de se positionner sur des ateliers qui pourraient comme ça être plus longs. C'est-à-dire qu'ils vont partager sur un niveau de 4 classes, ça faisait 5 heures puisqu'on a un volant de 20 heures pour cette sensibilisation aux scolaires. Si par exemple il n'y a que 2 classes d'intéressés, eh bien ils en auront un peu plus. Et on ne le propose pas seulement au niveau de CM2, mais CM1 et CM2 et aux 2 écoles. Voilà. Donc c'est pour les enseignants et élèves volontaires. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Eh bien, écoutez, passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Alors, je vais présenter la délibération numéro 69, donc sur la mise à jour du règlement intérieur du temps de travail, modification des horaires des agents de la police municipale. Donc, cette délibération
qui a recueilli donc, sur le temps de travail un avis favorable du comité social le 2 juin, permet d'étendre les horaires de la police municipale, donc des policiers municipaux avec différents créneaux, et ça permet d'avoir des gens qui vont pouvoir embaucher certains à 7h du matin et terminer à 16h, et d'autres embauchés à 10h et finir à 19h, donc selon les périodes, et donc avec 4 types de créneaux. Donc ça, c'est le chef de la police municipale qui pourra gérer ça directement. Alors, j'en profite pour vous informer que j'ai sollicité, donc au travers de la convention entre la police nationale et ma police municipale, j'ai sollicité l'autorisation de monsieur le préfet d'équiper nos policiers de pistolets semi-automatiques. Comme vous l'avez vu, donc les chiffres des crimes et délits qui ont été présentés en réunion publique du 12 juin, s'ils indiquent d'une part une forte baisse des cambriolages, indiquent aussi une hausse des coups et blessures. Et ce qui m'interpelle, ce sont la hausse des violences intrafamiliales notamment. Et nos policiers municipaux sont tout souvent amenés à intervenir directement dans ces situations qui peuvent revêtir un caractère qui peut être dangereux pour leur propre sécurité. C'est aussi le cas, par exemple, dans le cas des situations de contrôle routier que je souhaite, moi, accentuer avec l'arrivée, et ça fait aussi partie des mesures que l'on prend et que j'ai annoncé lors de la réunion publique, l'arrivée d'un 4e agent de police municipale, un 4e policier municipal, une policière en l'occurrence, qui est là ce soir aussi, je la remercie. Donc elle arrivera le 1er octobre prochain. Donc pour moi, ces équipements sont un peu comme ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, pour les agents des services techniques par exemple. Alors c'est une décision que j'ai prise après avis et débat avec mon conseiller d'adjoint et les élus de la majorité. Je rappelle que c'est une prérogative du maire et non pas du conseil municipal. Mais je tenais néanmoins à en informer le conseil aujourd'hui. Voilà, donc pour revenir à la délibération, puisque je rappelle donc la délibération concernait uniquement les horaires, est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Cholet. Merci, monsieur le maire. Sur les horaires qui sont indiqués sur la délibération, créneau 1 à 4, est-ce que ce sont des horaires que toute l'année ou est-ce qu'il y aura une saisonnalité qui fera qu'il y aura des roulements ou... Ça peut être toute l'année en fonction des besoins. Par exemple, ce qui nous a incité à déclencher, notamment à 7h du matin, ce sont les questions de circulation, où on a les problèmes de congestion automobile qui se créent plutôt à partir de 7h du matin qu'à 9h. Et donc il était intéressant qu'on puisse avoir de temps en temps déclenché un contrôle lors d'un sens interdit, par exemple dans le secteur de l'Estrie ou au poteau d'Ivrac, où on sait que le matin les feux, un certain nombre de gens qui doivent être daltoniens et confondent le rouge avec le vert. Voilà, donc de temps en temps on aura la police municipale qui sera là sur ces horaires-là, et ça peut être plutôt peut-être l'été, le soir à 19h, où on peut avoir des gens qui pousse un peu tard le barbecue ou ce genre de choses, où commence à s'animer un peu. Bon voilà, la police peut être là sur ces créneaux-là. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Eh bien écoutez, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Et la dernière délibération de la soirée avant les vacances, Madame Brochard, numéro 70. Oui, ça concerne nos salles, parce que nos conditions tarifaires datent maintenant de pas mal d'années. Il était nécessaire de les revoir et de les ajuster afin de correspondre au mieux aux demandes. Nous possédons uniquement un tarif à la journée et seule la grange bétail est concernée. Nous ne pouvons donc pas faire de location pour quelques heures au tarif d'une journée. Alors pour vous situer un petit peu, donc il y a plusieurs catégories. Alors que je vais retrouver. Excusez-moi. Alors la catégorie. Alors d'abord il n'y a que la grange bétail qui est gratuite pour les associations artiguaises ou même des antennes locales. Donc là c'est gratuit. Pour toutes les autres catégories, alors la catégorie 2, ça concerne les familles. Donc la grange bétail est facturée 200 € la journée. Catégorie 3, ça concerne les associations plus les entreprises artiguaises.
à but commercial. Donc là, c'est 300 €, la grange bétail. Et il y a différentes tarifications pour les autres salles, hein, pour ces associations et entreprises. Enfin, la catégorie 4 concerne les associations et entreprises non artiguaises. Notre but, c'est pas, et il n'y a que bétail qui est loué, notre but, c'est pas d'avoir des entreprises étrangères, mais de donner la priorité, bien sûr, aux entreprises artiguaises. Alors, nous, donc voilà, je vous ai fait un petit résumé. Donc, Monsieur le maire va prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. J'espère que j'ai été claire parce que... Merci, mais de toute façon, les conseillers ont la délibération sous les yeux. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Un petit ajustement? Non, pas de questions. Tout le monde s'en fout. Alors oui, je vais la mettre au vote, pardon, j'allais oublier. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, cette dernière délibération, la 70, est adoptée. Je voulais juste donner une information par rapport à la question qui a été posée en début de séance. Le conseiller municipal, donc en l'occurrence Madame Belay, est donc bien installé. Le mandat du nouveau conseiller municipal, je vous lis la phrase, débute dès la vacance du siège en cas de démission. Donc effectivement, elle était bien conseillère municipale et donc elle était bien autorisée à participer à cette commission sans y prendre part puisqu'elle n'a pas été installée dans la commission avant aujourd'hui. Et donc c'est ce qui s'est passé sans difficulté. Mesdames et messieurs, il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances, d'essayer de trouver un peu de fraîcheur. Et puis nous nous retrouvons en septembre et je clôt ce conseil. Merci, bonne soirée.